Bonjour pour cette nouvelle session du Hub Day Future of Retail et e-commerce. On va parler de tech, de tendances que nous avons identifiées au salon du CES et de la NRF. Je suis Emmanuel Vivier, cofondateur du Hub Institut. Alors effectivement, on a tous vécu 2020 comme une année d'accélération du changement. Pour certains, ça a été particulièrement difficile, pénible, et malheureusement pour d'autres, c'est carrément des business, des activités dans le tourisme, dans le voyage, dans l'hôtellerie, la restauration qui ont été fermés. Pour certains, c'était la pire année, mais pas pour la tech. Clairement, la tech, ça a été une année d'accélération phénoménale. Le e-commerce a progressé de l'équivalent de 10 ans en 8 semaines aux États-Unis. La télémédecine a fait x10 en 15 jours. Le streaming vidéo, je pense qu'on passe tous nos soirées en ce moment avec le couvre-feu ou des fois le confinement devant Netflix ou Disney+, qui a recruté 50 millions d'abonnés. L'e-learning, c'est 250 millions d'étudiants rien qu'aux États-Unis qui ont dû se connecter dans les 2 premières semaines suite à l'arrivée de la pandémie. Donc clairement, les géants du digital, Facebook, Amazon, Tesla, Microsoft, Apple, Netflix, voilà les fatman de la tech, eux ont vu leur cours de la bourse rebondir bien plus vite et bien plus fort que les entreprises traditionnelles. Ça leur permet d'avoir un cash considérable à investir pour innover, évidemment, R&D, et aussi pour pouvoir racheter des sociétés et des startups. Évidemment, au CES, on a vu que tout le monde se posait la question de quelle était la prochaine big tech à venir après le digital, après le smartphone. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Est-ce que c'est l'ordinateur quantique? Est-ce que c'est la 5G, l'impression 3D, la réalité virtuelle? On voit bien que voilà, il y a beaucoup d'innovations. Tout avance en même temps. Maintenant, tout prend toujours un petit peu plus de temps qu'on imagine en termes d'adoption des usages. On voit aussi que la big tech est arrivée à une telle taille, une telle hégémonie dans certains cas, que maintenant c'est les big gouvernements qui commencent à s'y intéresser fortement en termes de régulation suite aux élections, au sujet sur la privacy, sur l'abus de position dominante, sur aussi tous les sujets liés à l'intelligence artificielle ou aux fake news. Donc on voit qu'effectivement on a un écosystème très riche, très dynamique autour de la tech qui peut même faire peur dans certains cas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est vraiment dans une next économie avec 4 grandes transformations, une transformation du business et du commerce, du travail, de la production et de la mobilité. On va voir ça ensemble. D'abord, un commerce plus intelligent. On voit bien que le e-commerce, c'est pas nouveau. Ça fait plus de 25 ans que c'est là. Depuis 5 ans, on avait déjà vu un boost par les digital native vertical brands, ces pure players 100% e-commerce qui ont ouvert tout doucement des boutiques qui étaient plus authentiques, plus centrées sur le client et qui avaient des meilleures interfaces. On voit que là, il y a une accélération de l'adoption du e-commerce, tout simplement faute de pouvoir des fois se rendre ou de vouloir s'exposer dans les points de vente. Et on voit que celui évidemment qui a bénéficié de ça, c'est Amazon. 1 200 000 employés, plus de 450 000 nouveaux employés en moins de 10 mois. C'est phénoménal. Et pas juste en quantité, c'est phénoménal aussi en qualité ressentie en expérience client. Sur la distribution alimentaire, un des derniers sondages rank Amazon en numéro 1 face à 56 concurrents, alors que ça fait à peine quelques années qu'ils ont lancé Amazon Fresh ou racheté Whole Foods. Évidemment, il n'y a pas qu'Amazon. Et la bonne nouvelle, c'est que les acteurs traditionnels, retailers ou marques qui avaient déjà fait un effort de transformation sur l'e-commerce, ont pu surfer sur la vague. Alors, ça n'a pas été simple pour Walmart, Home Depot, L'Oréal ou d'autres. Mais en tout cas, ils ont réussi aussi à profiter de ce boost-là. Un boost qui a été raté, par contre, par tout un tas de TPE et PME en France. 37% d'entre elles ont un site web. Seuls 9% avaient un site e-commerce, comme Bruno Le Maire nous l'avait signalé. D'après vous, qu'est-ce que le e-commerce ? Ça paraît évident et pourtant c'est bien plus que ce qu'on imagine. C'est plus de 15 différents types de e-commerce disponibles, social commerce, pré-vente, vente privée, abonnement. Tout ça, on l'a détaillé dans nos derniers Hub Report, mais on devrait parler d'Everywhere Commerce, un marché où le client impose le changement. Évidemment, vous savez bien que pour faire face à cette vague, votre maîtrise de la tech, votre savoir-faire, la capacité à choisir les bonnes solutions, à les interfacer, est devenu core business, là où finalement il y a encore quelques années c'était beaucoup le magasin qui comptait en termes de poids. C'est aussi apprendre la coopétition avec l'écosystème tech des grands éditeurs, les cabinets d'intégration et les startups. Et ça, c'est vraiment pas évident en termes de gouvernance, de pilotage pour faire les bons choix, puisque beaucoup de startups évoluent, beaucoup d'éditeurs rachètent, fusionnent avec le temps. On voit que le e-commerce, évidemment, c'est une tendance lourde
en Chine et en Asie qui nous montrent vraiment la voie, c'est les single day d'Alibaba, 11 jours et 74 milliards de chiffre d'affaires pour cette seule entreprise. Donc ça montre qu'il y a vraiment, c'est pas un épiphénomène. On voit qu'il y a une accélération du commerce sur mobile avec toutes les applications des distributeurs comme Amazon, comme Wish, comme AliExpress, comme Walmart, et donc cette nécessité d'adapter ces interfaces, même quand on vend en direct, comme Starbucks, que je pourrais citer comme Tesla, comme Target, ou Nike, qui ont vraiment des interfaces particulièrement évoluées pour pouvoir non seulement consulter de l'information, acheter, réserver en ligne, faire du store locator. C'est évidemment, pourquoi pas, le mobile dans le point de vente, et on l'avait déjà vu la NRF l'an passé, Nike a repensé tout le parcours ou les parcours clients grâce à son mobile, qu'on fasse du click and collect, du scan and pay ou tout simplement qu'on book une session. C'est les nouvelles fonctionnalités que permettent le mobile avec la caméra et la réalité augmentée pour pouvoir tester des vêtements à distance, pouvoir tester du make-up en réalité virtuelle. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi le live stream shopping, la possibilité de diffuser de la vidéo. Et là, on voit tout un tas d'acteurs en Chine, depuis aux États-Unis, tout doucement en Occident. On va pouvoir créer des sessions streamées, on va pouvoir interagir avec son audience vraiment comme du télé-shopping, mais sur Internet, et tout simplement, pourquoi pas, envoyer vers la transaction. On voit d'ailleurs le social commerce exploser avec toutes les plateformes Instagram, Facebook, Snapchat, Pinterest ou TikTok qui mettent des nouvelles fonctionnalités pour permettre de vendre et pas juste de faire du social media, mais là on est vraiment dans du social commerce. C'est évidemment le voice commerce avec les enceintes connectées qui permettent, au-delà du divertissement, de l'information, de maintenant faire de la transaction. Et Alexa a annoncé pour la NRF la possibilité de customiser son Alexa, entre autres pour les constructeurs automobiles. C'est vraiment cette capacité à leverager la data pour être centré client. On l'a vu chez Amazon avec l'achat en un clic, avec la livraison ou l'abonnement, avec les enceintes connectées, avec Amazon Key, on peut se faire livrer en changeant sa serrure chez soi. Et donc, on se rend compte que l'intelligence artificielle impacte le business de nombreuses façons, que ce soit pour la publicité, la transaction, le service client, l'assistance client, la finance, la fabrication, les RH, la gestion des inventaires et des prix, de la supply, évidemment de la logistique, de la mesure, du paiement et de la sécurité. Mais pour ça, faut-il encore déjà bien piloter sa data, puisqu'il y a, il faut la connecter à un gros ou à des gros volumes de données. Et là, il y a un vrai sujet de gouvernance pour structurer cette donnée, pour la capter, pour l'organiser, pour savoir ce qu'on veut en faire. Et ensuite, tout simplement pour interconnecter toutes les briques métiers, tous les logiciels et les applications qu'on a au marketing, à la vente, à la R&D, à la production, à la logistique, à la finance et au RH. Bref, beaucoup de boulot pour la DSI, pour l'IT, qui reprend vraiment la main dans cette nouvelle phase de la transformation. On avait un petit peu la direction de la transformation, la direction digitale, beaucoup et très active sur l'évangélisation. Maintenant, on passe vraiment dans le dur. On va changer les outils, on va refaire la plomberie. Et effectivement, pour plugger de l'IA, il faut déjà remettre sa data. Évidemment, tout ça nécessite d'être sécurisé. On l'a vu avec beaucoup de fuites de données dernièrement, mais aussi beaucoup tout simplement de rançon logiciel ou de hacking sur la chaîne de production, des paralysies même d'entreprises complètes. On l'a vu avec des mairies, des hôpitaux, des usines. Donc là, un gros enjeu, que ce soit au niveau technique, mais aussi au niveau humain et sensibilisation. On voit aussi qu'il y a un enjeu sur le e-commerce, sur la livraison. Amazon peut livrer quasiment 80 millions d'Américains le jour même, et donc beaucoup de marques tierces utilisent la marketplace Amazon et son service de livraison pour avoir cette capacité-là, et certains vont plus loin. Walmart nous parlait il y a il y a un an ou deux, d'imaginer livrer à la maison. Finalement, ils sont arrivés à une vision plus aboutie cette année avec l'annonce de Home Valley, donc un caisson sécurisé avec du froid, du frais, du sec. Et donc là, c'est éviter tout simplement la nécessité pour le client d'être là pour la livraison, et c'est aussi pouvoir optimiser tout simplement les parcours de livraison, puisqu'on n'a pas besoin d'être là aux horaires d'ouverture par exemple. C'est évidemment repenser toute sa logistique avec le micro-fulfillment, le click and collect, le drive, le scan and pay, le pick in store, le BOPI. Donc est-ce que je fais du picking in store? Est-ce que je dédie une partie de ma surface de magasin désormais pour tout simplement pouvoir stocker et pouvoir livrer autour de moi? Vraiment beaucoup de questions très intéressantes, pas un seul, mais plein de modèles différents. Évidemment aussi la livraison par drone qui est
en train de passer un peu du prototype à des vrais tests avec l'évolution de la régulation du fait du Covid. Zipline qui marche déjà sur la livraison de médicaments en Inde et Rwanda, Google Wing, mais on a aussi eu Tesco, on a aussi Amazon qui ont le droit de faire des tests aux États-Unis. Et demain, on ira peut-être vers du commerce prédictif où on utilisera cette donnée, l'IA, pour quasiment commander pour vous. Et donc, en tant que marque, il faudra vendre à des algorithmes pour pouvoir se faire référencer et recommander aux clients. On aura son concierge numérique qui finalement choisira pour nous peut-être les produits. Le vrai sujet, évidemment, derrière le e-commerce, c'est l'omnicanal, c'est cette multiplicité des parcours on et off. C'est plus l'un ou l'autre ou les deux, c'est vraiment les deux combinés. Pouvoir aller sur Internet, se faire livrer en point de vente, pouvoir aller en point de vente en mode showroom et se faire livrer à la maison, pouvoir se faire livrer en locker, pouvoir se faire livrer avec un drone, pourquoi pas. Et là, on voit que sur cette idée un petit peu du new retail, Alibaba est vraiment en lead en Asie. Il a, au-delà du succès de ses plateformes en ligne, Tmall, Taobao, acheté énormément de types de points de vente, des malls, des supermarchés, des livreurs aussi. Une grosse infrastructure avec la partie cloud un peu comme AWS, la partie paiement avec Alipay de Ant Financial et Kenyao, la plateforme logistique. Donc vraiment un acteur à suivre. On parle beaucoup d'Amazon. Regardez ce que fait Alibaba. Et évidemment, la tech, c'est super, mais il ne faut pas oublier la touche humaine. On attend tous la réouverture des points de vente et on se rend bien compte que, évidemment, c'est pratique d'acheter sur Internet. Évidemment, c'est pratique d'acheter rapidement dans le point de vente, mais de temps en temps, on veut aussi du service, de l'expérience, du conseil, de la passion et l'aspect communautaire. Alors, on a vu un commerce plus intelligent. Le travail aussi a, lui, fortement évolué dans un contexte, on va dire, de santé et de bien-être, avec tout un tas d'innovations et une explosion, une avancée de la e-santé beaucoup plus rapide, avec des géants de la tech qui s'intéressent forcément à ce secteur-là, au niveau du cloud, au niveau des applications, au niveau de la data et de l'IA. On voit 46 licornes dans le secteur de la e-santé, donc énormément de startups qui sont aussi en train d'arriver et de changer la façon dont on fait une téléconsultation ou un diagnostic grâce à de l'IA. Pléthore d'innovations autour des masques. Évidemment, le wearable qui avait un petit peu du mal à se réinventer après les bracelets connectés qui est en train d'évoluer sur les équipements de fitness connectés avec de la vidéo en live ou en replay, tout simplement équipements connectés, pourquoi pas de la computer vision pour nous conseiller de manière sur mesure dans nos entraînements. Vous le savez tous, on a besoin d'outils efficaces et là, on l'a tous ressenti en télétravail. Les entreprises qui n'avaient pas une IT capable de proposer des bons outils de collaboration et de travail ou de scaler leurs usages, je parle un peu de Frankenstein IT, ont souffert. Hein. Elles ont été ralenties, ça a été démotivant pour le staff. On voit que même dans les points de vente, on cherche aussi aujourd'hui à aller plus vite, à moins exposer tout simplement les vendeurs et les clients. Donc là, on voit un petit peu le retour d'Amazon Go qui va encore plus loin avec Amazon One, où on n'a même plus besoin de scanner son mobile, mais carrément sa main. C'est plein de robots, des robots machines à pain, des robots salades, des robots à smoothie. Donc on revoit un petit peu l'intérêt de l'automatisation en point de vente. C'est des outils aussi pour les forces de vente. Et donc là, on voit par exemple Workplace chez ADO, on a Microsoft Yammer chez Kiabi, des outils qui permettent d'envoyer de l'information du central vers les forces de vente, mais aussi de remonter depuis les vendeurs du contenu, des informations, du feedback depuis le point de vente. Donc ça, c'est vraiment important. Évidemment, l'idée, c'est de devenir une organisation apprenante dans un contexte qui n'arrête pas d'évoluer et de changer. Il va falloir aider à développer différents outils de différentes façons avec vos équipes et puis il va falloir aider les utilisateurs et les métiers à apprendre des nouveaux usages très régulièrement. On a vu le commerce, on a vu le travail. Évidemment, l'usine elle-même est en train, ou les entrepôts sont en train d'être réinventés avec cette industrie 4.0. Énormément de nouvelles technologies, énormément de couches entre la partie télécom, entre la partie data, entre la partie machine, entre la partie applicative. Un foisonnement finalement d'éditeurs, encore peu d'intégration, même si on voit beaucoup de rachats en cours. En tout cas, 6 grands enjeux clés autour de la robotisation, du jumeau numérique, de l'industriel IoT, de la data, de l'IA et de la maintenance. Les deux premiers, les robots et les cobots. Le jumeau numérique pour pouvoir tester, simuler, anticiper, suivre en DataVis tout simplement une usine, un produit. Donc ça, c'est assez phénoménal. L'interopérabilité, la connectivité, tous les appareils pour rendre cette usine ou cet entrepôt intelligent. La maintenance augmentée et prédictive grâce entre autres à la réalité augmentée. Et puis la data qui est boostée par le cloud, le data mining et la DataVis, même si on a de plus en plus d'edge computing, aussi de capacité de calcul embarquée dans les machines. Et l'intelligence
l'intelligence artificielle qui devrait être boostée à terme par l'ordinateur quantique. On voit bien que finalement, dans l'industrie, on a trois grands types d'acteurs, hein. Les acteurs des logiciels machines-outils historiques, hein. On pense à ABB, Hitachi, Fujitsu. Voilà, on a tous les acteurs du cloud et logiciels qui sont en train d'arriver, et puis tous les telcos qui sont là pour connecter tout ça. Reste à savoir qui va gagner. Ce qu'on est sûr, c'est qu'en tout cas, les géants du digital, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sont déjà en train de descendre sur toute la chaîne de valeur. Et pour terminer, Smarter City, un enjeu moderne, boosté par l'urbanisation. On voit bien qu'aujourd'hui, on est de plus en plus dans les villes. On voyage malheureusement de moins en moins récemment dans les transports en commun, tout simplement de la faute du Covid. Un retour ou un rebond pour l'industrie automobile qui en profite. Mais cette industrie, c'est plutôt de la mobilité, en train de fortement évoluer avec une voiture connectée et électrique, avec de l'interconnexion V2X, Vehicle to Everything, avec l'infrastructure, vers le véhicule autonome, et puis de la mobility as a service. Donc on voit tout un tas de capteurs dans l'habitacle et autour de la voiture pour tout simplement nous assister et mieux nous seconder. De la conduite assistée à terme en réalité augmentée, l'explosion des véhicules électriques. Donc là, on a vu après Tesla, finalement, une multitude de nouveaux acteurs arrivés qui ont un petit peu surpris les acteurs traditionnels du moteur thermique. Maintenant, on reste à voir, est-ce que c'est les anciens qui vont se relancer plus rapidement avec leur savoir-faire? Est-ce que c'est les nouveaux qui vont disrupter les anciens? On peut quand même se dire que dans cette multitude, tout le monde ne survivra pas. Évidemment, derrière tout ça, c'est aussi le véhicule autonome avec Google Waymo, avec General Motors, avec Valeo, avec voilà, peut-être un jour Apple, toujours des rumeurs. Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'arriver au véhicule individuel, on va avoir le transport routier, la livraison, tout simplement parce qu'on expose moins les gens et c'est facile de transporter un container entre deux grandes villes. On voit des navettes autonomes comme Zoox d'Amazon qui a été présenté au CES, mais c'est déjà des tracteurs autonomes, c'est déjà des camions autonomes chez Caterpillar, donc sur des sites non ouverts à la circulation au grand public. On voit que c'est déjà possible, soit piloté à distance, soit complètement autonome. Et puis demain, on nous fait rêver avec un Air Taxi de Cadillac, où là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir transporter une personne de manière individuelle d'un endroit à un autre. Donc là aussi, beaucoup d'espoir et d'espérance. Maintenant, il va falloir que la tech et la régulation suivent. La Smart City, c'est un millefeuille technologique avec plein d'écosystèmes, les bâtiments, la circulation, on va dire la pollution, la sécurité. Le challenge en ce moment, c'est d'interconnecter tout ça. Pourquoi pas avec de l'open data. Évidemment, la 5G va aider. On en a parlé beaucoup au CES, mais ça prend un peu de temps pour changer les téléphones, les équipements, les serveurs, les antennes et tout ce qui va avec. L'idée, c'est vraiment d'arriver demain au double numérique, au jumeau numérique de la personne, de la ville, du bâtiment et pourquoi pas demain du pays. Et là, on voit que la Chine est déjà pionnière du country as a platform, mais là, vraiment des enjeux tech considérables avec évidemment, on voit les avantages, mieux piloter, mieux gérer les ressources, le trafic, avec évidemment quelques inquiétudes sur tout simplement la surveillance des individus. Bref, pour conclure, on est un petit peu à la fin d'une époque de production de masse, de distribution de masse et de marketing de masse. Ça marche encore, mais ça frotte. À vous, à l'IT, d'être vraiment au service du business pour réinventer le prochain modèle. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut apprendre plus vite que la concurrence et agir plus vite sur ces apprentissages. Et clairement, l'agilité technologique, ça va être indispensable et stratégique pour ce faire. L'IT et la data sont désormais une partie clé du core business des entreprises. Et ça, je pense que tout le monde l'a bien compris avec cette crise du Covid. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon update futur of retail et e-commerce.